présenter rapidement donc Olivier Delcourt. Donc Olivier, après une longue période dans le secteur automobile, en particulier chez PSA Peugeot Citroën, en tant que responsable du département matériaux et procédés dédié au développement des organes mécaniques, eh bien Olivier a rejoint le groupe Safran en 2013, d'abord chez Safran Aircraft Engine, et puis ensuite chez Safran Tech en 2015. Alors Safran Tech, c'est le centre de recherche mutualisé du groupe Safran qui a pour mission de proposer aux sociétés du groupe les technologies de demain. Voilà. Alors, Olivier était directeur, si je pense bien, du pôle matériaux et procédés et ses équipes travaillent sur le périmètre des matériaux métalliques. Voilà. En tout cas, il a une compétence forte sur effectivement ce secteur-là, ce domaine-là. Voilà, donc Olivier, bah, je vais te laisser la parole et puis tu prends le temps que tu veux pour faire ton exposé et le temps qui nous restera jusqu'à 20 heures, on le consacrera aux questions. Et pendant ce temps-là, durant la présentation, si vous avez des questions, vous les posez via la messagerie instantanée. À toi, Olivier. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Patrick et à 3AF de me donner l'occasion de parler de matériaux, d'une part, et de recyclage ou d'économie circulaire, qui sont des sujets de forte actualité pour nous et pour toute l'industrie. Euh, donc, il y a des planches peut-être qui iront un peu plus vite que d'autres, hein. Néanmoins, je vous reparlerai quand même un tout petit peu de Safran, du contexte et enjeux liés aux matériaux, puisque avant de recycler, de penser recyclage, il faut parler de périmètre technique et d'application matériaux, ce qu'on fera. Un troisième volet autour justement du recyclage, hein, de l'économie circulaire, les difficultés techniques, les enjeux de ce périmètre-là, et pas que sur les matériaux métalliques d'ailleurs, et puis on conclura. Donc, en introduction, rappeler très rapidement, hein, le périmètre Safran, simplement pour dire que c'est une grande société qui est toujours en croissance, avec une répartition de chiffre d'affaires qui est répartie à peu près à 50-50 entre la partie propulsion, c'est-à-dire le développement et la fourniture de moteurs d'avions civils, d'avions militaires, de moteurs d'hélicoptères, de nacelles, avec 50% donc liés aux équipements, aux autres équipements, avec une croissance du domaine électrique, bien entendu, mais aussi donc la proposition d'équipements divers et variés autour des trains d'atterrissage, des freins, plus récemment des intérieurs cabines, hein, ou des éléments de transmission. Donc tout ça pour dire qu'il y a une grande diversité de matériaux dans les produits Safran, ce qui n'est pas neutre par rapport au sujet qu'on va évoquer autour du recyclage. Alors, ça, c'est une vision un petit peu différente de ce que je viens de vous raconter. Voilà, donc si on prend uniquement le périmètre d'un avion, on fait beaucoup de choses en tant qu'équipementier dans les avions, que ce soit pour Airbus, Boeing et d'autres. Euh, alors, je souhaitais aussi présenter ou représenter cette planche qui est une planche qui est censée être désormais connue autour du domaine aéronautique. Ce n'est pas une invention Safran, hein, c'est bien une approche globale aéronautique qui montre les objectifs de réduction de CO2 et notamment de l'équilibre carbone donc visé en 2050. Donc c'est très ambitieux. Néanmoins, toute la R&T du groupe, une grande partie de la R&T du groupe vise à contribuer à cet objectif. Alors, la courbe qui est tout en haut, qui est fortement croissante, est celle qui correspond à une position dans laquelle on ne ferait rien. C'est-à-dire l'augmentation du trafic aérien fait que, par nature, on augmentera de manière quasi linéaire donc les émissions de carbone. Euh, Parmi les autres leviers d'action, il y a une forte action sur les carburants, les SAF, hein, qui sont développés, qui sont issus d'autre chose que la filière du pétrole. C'est ce qui est en vert clair. En bleu, l'optimisation du trafic aérien, comment réduire le
temps de vol des avions pour réduire la consommation. Et la troisième partie que j'entoure en rouge, là, est celle qui est du ressort des équipementiers, en particulier de Safran, sur l'efficacité de la propulsion. Donc c'est cette partie-là que nous, on va chercher à pousser, à améliorer avec de nouvelles générations de moteurs, avec de l'électrification et autres usages des moteurs. Pour revenir au carburant, Safran n'est pas producteur de carburant, donc on va se positionner dans le sillage effectivement des pétroliers dans ce cadre-là. Alors, si on traduit ça en axe R&T, R&D au sein de Safran, donc on va retrouver trois grands domaines que j'ai un petit peu évoqués. Le premier qui génère aujourd'hui beaucoup de développement, hein, c'est les futures générations de moteurs à propulsion entre guillemets classique, hein, donc, vous avez entendu parler du projet RISE, par exemple. Donc, c'est l'illustration que vous avez en bas de la planche, avec des générations de moteurs, une possibilité de génération de moteurs non carénés, avec des très grands fans voilà, qui améliorent le rendement. Et on vise, avec ce type de moteur, des gains en consommation de l'ordre de 20% par rapport à la génération actuelle qui est le LIP, qui est déjà un moteur qui avait gagné lui-même 15% sur le CFM. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment des gains importants. Donc les carburants, j'en ai parlé. Et puis, côté aussi propulsion, l'apparition, développement de l'hybridation, donc une part d'électrique pour hybrider les moteurs, et aussi une approche plus électrique, voire tout électrique, mais là c'est pour des avions de très courte distance, mais une approche autour du domaine de l'électrique. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui qui génère 80%, 85% de notre budget, j'allais dire, R&T au sein du groupe. Alors, pour parler de matériaux et de s'arrêter 2 secondes quand même sur ce qui va faire une grande partie des volumes de matière hein, aujourd'hui et demain. Vous avez ici donc une coupe du moteur LEAP pour expliquer un petit peu les tendances et les évolutions des matériaux. Bon, de manière simple et globale, de la gauche vers la droite, on va vers des températures de plus en plus élevées. Et donc, par conséquent, les matériaux sont adaptés. Donc sur le moteur LEAP, dans les grandes nouveautés, j'allais dire, par rapport au moteur CFM, c'est l'apparition du composite à matrice organique, tissé 3D, qui compose les os fans, mais aussi les carters. Hein, et donc on remplace ici du métallique par du composite. Et Donc Gaspard. ça c'est pas neutre, évidemment, à la fois au niveau des gains masse qui sont extrêmement importants et puis de la capacité à recycler derrière. Voilà. Les aciers sont toujours présents, en particulier avec les arbres moteurs, l'arbre moteur, avec un alliage particulièrement performant qui a permis de réduire le diamètre de l'arbre et donc aussi sa masse et son encombrement. Les disques de turbine en alliage base nickel forgé, donc toute la partie, j'allais dire, chaude, la plus chaude du moteur, restera à moyen terme en alliage base nickel. Donc il faut aussi en tenir compte par rapport à tout ce qu'on va évoquer derrière. Et puis parmi les originalités, entre guillemets, le début de l'apparition de la fabrication additive, hein, on y reviendra, ou impression 3D, on appelle ça comme on veut. Donc les premiers tours de roue, j'allais dire industriels autour de ce domaine-là. Et puis sur le tout dernier étage hein, de la turbine, l'apparition aussi d'un alliage très léger, hein, très performant, qui est le TIAL, aluminium de titane, qui est une première application de ce matériau. Voilà. Donc le LEAP, 15% de réduction de consommation et des gains masse non négligeables versus la performance du moteur. Alors, si on reprojette ça un petit peu en répartition des matières, alors on n'est pas à deux chiffres virgule, hein, mais
Là, on parle en masse. Donc, les alliages de nickel restent très présents. C'est quand même un certain nombre de disques de turbine. C'est les aubes de turbine aussi dans la partie centrale du moteur. Et puis, les alliages de nickel donc, ils, présentent des densités qui sont proches de 9. Hein. L'acier, lui, est à 7,8. Hein, voilà, donc, ça vous donne un petit peu les écarts. Et puis, le titane, il doit être autour de 4,5. Voilà, pour vous donner les ordres de grandeur. Donc, 40% de nickel en masse, 25% de titane, de l'acier. Les composites organiques qui montent en proportion, en pourcentage, c'est à peu près ça la répartition aujourd'hui autour d'un moteur typique. Alors, dans les évolutions prochaines, donc je vous ai parlé du moteur RISE, qu'est-ce qui va se passer? On a l'apparition progressive aussi des céramiques. Hein, alors, peut-être au niveau des échappements des exhausts du moteur, mais aussi on commence à voir apparaître quelques céramiques au cœur même des turbines, puisque ce sont des matériaux extrêmement réfractaires. Autre évolution probable, c'est l'apparition de réducteurs. C'est ce que vous voyez tourner là, qui vont permettre de découpler davantage le fan qui est à l'avant du moteur, qui est très grand et qui doit tourner très lentement, entre guillemets, et la turbine qui, elle, a tendance à tourner plus vite. Donc, ces systèmes de réducteurs vont permettre de découpler davantage ce mode de fonctionnement. Et où je veux en venir, c'est que ce sont des aciers. Donc, on va augmenter la proportion d'acier dans les moteurs, puisqu'un réducteur, c'est des ordres de grandeur que je vous donne, mais on risque d'aller à 70 kg de matière acier pour ces réducteurs. Et puis enfin, donc les composites organiques continuent leur croissance, j'allais dire, puisque ils vont continuer à appliquer notamment sur les eaux de fan, sachant que sur un moteur tel que celui que vous avez à l'image, l'aube va mesurer quelque chose comme 1,20 m, quoi, 1,10 m, 1,20 m de hauteur, donc et elle va être très large, donc ça va engager plus de matière. On a là des très grandes pièces en composite, qui c'est 3D. Il n'y a pas que les moteurs dans la vie, comme on dit. Safran produit aussi d'autres équipements. Là, vous avez aussi une image des trains d'atterrissage avec une augmentation progressive de l'utilisation du titane dans ces composants-là. Titane ayant la vertu de faire du gain masse et d'avoir un comportement à la corrosion intéressant. La pièce brute que vous voyez en jaune qui correspond au piston, sur ce train, le train de la 350, là, cette pièce brute, elle pèse plus d'une tonne, hein, c'est 1,2 tonne de mémoire. Donc, tout ça pour dire que ça engage beaucoup de matière. Ça veut dire aussi, ça veut dire de la matière à récupérer un jour. Et pour réaliser ces pièces-là en forge, ben, on utilise des presses comme celle que vous avez à droite, là. Vous le distinguerez à peine, mais il y a un tout petit bonhomme qui est au pied de la presse, là, pour vous, voilà, simplement pour vous montrer un petit peu la dimension des presses de forge qu'il est nécessaire d'utiliser pour ce type de pièces. Alors, les compositions chimiques aujourd'hui, donc c'est beaucoup de TA6V qui est l'alliage traditionnel plus répandu au niveau de l'utilisation du titane, mais on utilise aussi des titanes plus techniques hein, pour des pièces plus sollicitées, et donc avec des compositions chimiques qui sont parfois un peu plus complexes. Donc voilà pour dire la vue globale un petit peu de l'orientation présente et future des matériaux. Alors au niveau du contexte lié à la présentation autour de l'économie circulaire, du recyclage, je veux vraiment insister sur le fait qu'il y a deux axes qui drainent tout ça. Alors il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous présente là. Néanmoins, il y a une question donc d'économie circulaire et de réduction des émissions de manière globale
de nos usines, de ce qu'on produit hein, au niveau du groupe, et d'autre part, une question d'accès aux ressources. D'accès aux ressources vis-à-vis des problèmes de rareté de matériaux, voire de souveraineté. Avec tous les problèmes géopolitiques qu'on vit aujourd'hui, il est évident qu'on est en train de resserrer la garde pour trouver des filières plus européennes pour nos matériaux. Donc les deux sont très liés. L'un va rarement sans l'autre. Donc vous verrez pour la suite de la présentation que voilà, je jonglerai un petit peu avec les deux notions. Alors, autre message que je souhaitais faire passer, c'est la réelle prise en compte de tous ces sujets-là au sein de Safran, qui est même allé jusqu'à revoir, proposer une organisation avec notamment l'arrivée de Nathalie Stubler, qui a intégré le COMEX de Safran. Nathalie Stubler, c'est l'ancienne présidente de Transavia, donc compagnie aérienne, donc qui a rejoint le groupe et qui a organisé donc le- enfin, qui a mis en place une organisation autour de l'économie circulaire, du climat et également de tout ce qui touche à la valorisation des déchets. Donc voilà, donc avec une présence, comme je l'ai dit, au COMEX. Donc voilà, ça donne du poids dans ces démarches-là et aussi de l'organisation interne pour avancer de manière beaucoup plus coordonnée sur ces sujets-là. Alors, donc, si on revient aux matériaux, donc notamment le risque d'accès aux ressources, bon, là encore, je ne dévoile pas grand-chose, simplement pour dire que les développements industriels font qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de matières d'une part, et aussi une plus grande diversité de la chimie de ces matériaux-là, quoi. Donc voilà, donc les besoins augmentent très, très rapidement en volume et en diversité de matériaux. Euh, Parmi certains éléments d'addition qui sont très orientés vers l'aéronautique, voilà, j'ai extrait quelques exemples de sujets ou de matériaux qui mixent les questions effectivement à la fois de rareté, de souveraineté, également de possibilités de recyclage. Donc voilà, on ne va pas commenter tout ça, mais par exemple, l'aluminium, aujourd'hui, on ne considère pas qu'il y ait trop de problèmes d'approvisionnement d'aluminium, sauf que euh, la mise en œuvre de ce matériau-là donc, est aujourd'hui barycentrée à plus de 60% sur la Chine. Bon, voilà. Ensuite, vous avez des éléments chimiques qui suivent l'évolution spectaculaire des développements de l'électrique, des batteries, des moteurs électriques, etc. Euh, on a aussi des sujets liés à la manière dont on extrait les éléments comme le cobalt ou l'extraction qu'on en fait. Là, on cite le Congo, n'est pas forcément exemplaire à plusieurs titres. Et puis le titane, bien sûr, le titane, ça a été le premier sujet très compliqué à gérer du côté de l'aéronautique, en particulier de Safran, puisque nous avions une très forte dépendance à la Russie, à hauteur de quelque chose comme une quarantaine de pourcents hein, en volume. Et donc, ben, l'idée, là, c'est de trouver d'autres sources d'approvisionnement de titane, ce qui reste particulièrement compliqué. Euh, alors, dans l'approvisionnement des matériaux, il y a aussi deux éléments à avoir en tête. Il y a qui extrait des minerais, voilà, quel pays. Donc, il y a certains matériaux qui sont très centrés sur certains pays. Et puis, d'autre part, la partie transformation de ces minerais pour en faire des semi-produits utilisables par nous industriels.
Nous, on n'utilise pas le minerai, hein, c'est pas ça qui nous intéresse. Côté industriel, c'est bien ces minerais transformés. Et là, on voit que la Chine, sur un certain nombre de matériaux, voilà, est très positionnée, voire se positionne en monopole, hein, les terres rares restant le sujet majeur et qui impacte notamment le domaine électrique. Donc voilà, donc forte dépendance à la Chine. Donc ça, c'est des questions géopolitiques auxquelles il faudra collectivement qu'on cherche à répondre un jour ou l'autre. Ça va prendre du temps, mais on ne peut pas rester dans cette C'est situation-là vrai. à l'avenir. Alors, autre point euh, qui mérite aussi peut-être un commentaire, c'est la réglementation. Aujourd'hui, l'aéronautique, contrairement à l'automobile, hein, n'est pas encore soumise à une réglementation stricte sur le sujet recyclage. J'ai bien dit n'est pas encore. On sent des choses venir progressivement. Et donc, il faut d'ores et déjà qu'on anticipe en structurant davantage l'activité. Alors, ça passe par déjà la traçabilité des matières, hein, qui est aujourd'hui parfois compliquée. Donc, il faut qu'on aille vers cette capacité à tracer les pièces. C'est la condition préalable à pouvoir agir sur le recyclage derrière. On voit aussi arriver des standards, hein, autour de l'éco-conception, donc la recyclabilité, la réparabilité, ce genre de choses. Donc bah, là aussi, c'est sous surveillance. Et puis, enfin, des réglementations qui, là, pour le coup, risquent d'arriver, hein, c'est tout ce qui touche aux enfouissements de matière, hein, qu'on ne sait pas recycler. Donc là, il est évident, pour le bienfait de la planète, qu'il faut agir absolument sur ce périmètre-là. Et là aussi, on risque d'aller vers peut-être un jour des réglementations qui impacteront l'aéronautique. Donc nous, on est dans un état d'esprit où on suit de très près ces évolutions-là et on cherche même à anticiper les choses quand on le peut. Alors cette planche-là, c'est mon interprétation, euh, j'allais dire, des enjeux et des difficultés qu'on a à traiter autour de ce périmètre-là. Euh, donc la première, on l'a un petit peu dit, mais la traçabilité des composants, avec une difficulté majeure pour nous, équipementiers, à savoir que les pièces ne nous appartiennent pas forcément, même c'est les composants, on les vend à des compagnies aériennes, et ensuite, voilà, un moteur, par exemple, ne nous appartient plus. Donc, comment sur notamment des pièces fin de vie, on est capable de récupérer ces éléments-là pour en refaire des matériaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Premier sujet. Le deuxième, alors c'est peut-être pas dans l'ordre, hein, le deuxième, c'est la faisabilité technique, puisque derrière le recyclage, nous allons être face à certains défis techniques, d'enjeux techniques qui conviendra de traiter, sachant qu'évidemment, rien ne doit changer sur la sécurité des vols et la qualité des matières qu'on produit. Troisième axe, le choix des priorités. En d'autres termes, où est-ce qu'on doit mettre notre argent, où est-ce qu'on doit mettre notre effort R&T. C'est pas si évident que ça. Ça nécessite des analyses de cycle de vie, d'avoir des analyses effectivement géopolitiques, etc., etc., pour
en ressortir effectivement des axes à privilégier. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire, bien entendu, mais qui n'est pas totalement abouti. Et le quatrième volet, ce sont les filières industrielles, puisque on sera incapable de recycler des matériaux si on n'a pas les filières industrielles qui vont avec. Et aujourd'hui, j'allais dire, il y a deux, moi je ne vois que deux issues. La première, c'est il y a une réglementation qui nous oblige à le faire, et auquel cas, ben, il faudra qu'on paye les développements autour de la filière industrielle. Si c'est pas ça, il faut trouver des gammes industrielles, j'allais dire, rentables. Il n'y a aucune société privée qui va se lancer sur des sujets comme ça si derrière, il ne gagne pas d'argent. Donc ça, là aussi, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc voilà, je vous livre de manière brute mon analyse, mais c'est bien ça les quatre préoccupations majeures que nous avons aujourd'hui pour aller avancer sur ces sujets-là. Alors, il y a des choses qui se passent aussi, ça je voulais signaler rapidement. Euh, il y a des groupes de travail, il y a le GIFAS qui est impliqué, il y a des choses au niveau de l'Europe, il y a aussi, comment dirais-je, une coordination de certains industriels. Donc ça permet d'avancer. Il y a un groupe de travail économie circulaire qui a été mis en place au CORAC, avec un groupe de travail spécifique sur les matériaux critiques et stratégiques. Donc ça, c'est particulièrement intéressant, puisque ce groupe de travail va permettre à la filière aéronautique française, notamment avec Airbus, Dassault et Safran, de s'aligner sur une feuille de route commune et des actions communes. Donc ça, c'est important. Euh, on travaille aussi avec Airbus, Dassault et autres pour utiliser de manière intelligente les instituts de recherche technologique qui ont été mis en place il y a une bonne dizaine d'années maintenant, qui ont des moyens techniques avec une coordination entre eux. Et par exemple, il y a un domaine autour justement du recyclage porté par l'IRTM2P qui a des moyens techniques pour faire du recyclage et qui embarque les deux autres IRT. Donc là aussi, soyons intelligents et si possible efficaces pour utiliser des structures existantes et essayer de mutualiser tout ce qui est possible de mutualiser. C'est un peu ça l'idée. Donc dans ces approches IRT notamment, on devrait être aidé autour d'éléments d'analyse qui nous sont nécessaires. J'ai parlé des analyses de cycle de vie, mais il y a aussi les analyses de flux matière, les analyses économiques et stratégiques. L'IRTM2P notamment est doté de compétences pour faire ce genre de choses. Donc il faut qu'on travaille avec un même référentiel pour nous aider à aller vers les bonnes décisions. Voilà, alors parlons un petit peu maintenant de la manière de nous y prendre d'un point de vue technique. Hein. Le champ est vaste, je vais couper un peu dans les virages, mais bon, j'aime bien présenter cette planche parce que bon, c'est le cycle de vie d'une matière, hein, donc, qui passe par la définition, la réalisation du produit, la fabrication de la pièce, son exploitation, et puis la fin de vie. Donc, effectivement, sur la fin de vie, il y a plusieurs éléments. Hein. Il y a le recyclage des pièces fin de vie, on va en parler un petit peu. Il y a la réutilisation de pièces, c'est-à-dire les pièces sont jugées en. Enfin, les pièces, l'équipement ou l'avion est jugé en fin de vie, mais toutes les pièces ne sont pas censées aller vers du recyclage ou autre. Certaines peuvent être réutilisées. Et donc sur ce périmètre-là, aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est un peu la guerre, puisque les compagnies aériennes, les équipementiers aéronautiques dont nous faisons partie, nous Safran, compte tenu aussi des
pénurie de matière et autres, on démultiplie ses capacités à récupérer des pièces pour les réutiliser à d'autres usages. Donc là, il y a une vraie appétence voilà, des équipementiers autour de ce périmètre-là. Dans le domaine de la réparation, j'en parlerai pas dans la suite de l'exposé. La réparation, c'est un axe majeur pour nous, euh, puisque l'intérêt, avant de parler de recyclage, c'est de prolonger la durée de vie de la pièce. Donc la réparation en fait partie. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, l'usine de Châtellerault, donc de Safran Aircraft Engine, qui est vraiment spécialisée dans la réparation des moteurs, doit faire en volume x5 d'ici 2035. Donc j'ai bien dit x5. Donc c'est assez spectaculaire. Alors, il y a l'augmentation du trafic aérien qui génère plus de moteurs à réparer, c'est vrai, mais il y a aussi la volonté d'aller plus loin dans les gammes de réparation. Donc ce périmètre-là est un périmètre fondamental pour nous. Alors l'exploitation des moteurs, bon là l'idée c'est d'augmenter les durées de vie hein, des moteurs, enfin des pièces utilisées sur les équipements. Plus elles vont loin dans leur utilisation, ben, moins on a à les réparer ou les recycler. Et puis donc dans la réalisation des produits, il y a beaucoup de choses. Il y a du bas vers le haut le recyclage des chutes de fabrication. Hein. Je vais vous montrer juste après des exemples de procédés qui utilisent moins de matière. Il y a la souveraineté et les filières associées. Et puis je vous montrerai aussi une planche sur, là on est vraiment en éco-conception, sur des manières de bien choisir les éléments chimiques pour les futures conceptions de matériaux. Alors, bon, donc recyclage, criticité des matières. Une première solution consiste à utiliser moins de matière. Ça paraît évident, ça paraît d'autant plus évident quand je vous présente cette planche-là, alors qui me fait des frissons à chaque fois que je la présente, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le buy-to-fly ratio, c'est-à-dire c'est le ratio entre la quantité de matière, en gros, que je rentre dans mon usine pour une application donnée par rapport au poids de la pièce terminée. Voilà, donc dans l'aéronautique, on fait beaucoup de copeaux, et donc quand on part de brut usiné en la masse, ben, on a des classes voilà, de 10 à 20. Donc là, l'exemple que je montre sur la planche, c'est du 15. Donc je pars de 15 kg de matière brute et à la fin, j'ai une pièce qui ne pèse que 1 kg, quoi. Donc voilà, donc on génère énormément de copeaux. Quand on fait de la forge, on diminue ce ratio et quand on fait de la fonderie, on le diminue encore. Donc ça porte à réflexion. Et une des voies pour travailler fortement sur ce périmètre-là, c'est en particulier la fabrication additive, impression 3D, qui permet en gros d'avoir besoin que de la matière qu'on utilise sur la pièce, puisque derrière, il n'y a quasiment pas d'usinage, pas dire pas d'usinage, et donc on optimise complètement la quantité de matière pour la géométrie finale. Et puis comme vous le voyez sur la pièce du milieu, il y a de l'optimisation topographique qui fait qu'on gagne beaucoup de masse. Donc on engage aussi moins de matière. Voilà. Alors ça, c'est pas du virtuel, hein, c'est aujourd'hui ce qu'on commence à produire côté Safran. On a même un site dédié qui est à Bordeaux maintenant. On a regroupé toutes les activités pour faire à la fois de la R&D, de la R&T et de la production de pièces. Donc on a changé d'échelle et de braquet autour de ce périmètre. Donc ça fait appel à des procédés avec fusion, mais se développent aussi des procédés de métallurgie des poudres avec frittage. Donc on ne va pas jusque de la fusion. Les procédés en question permettent
d'agglomérer des poudres, on va dire ça comme ça, pour fabriquer une pièce. Et ensuite, on enlève le liant et on frite à haute température pour générer les diffusions nécessaires et avoir à la fin une pièce finie. Donc c'est le cas du frittage flash tout à gauche, le binder jetting au milieu et le métal injection de molding à droite, où Safran également commence à produire ce type de pièces qui, encore une fois, engagent peu de matière et ne font pas ou font très peu de copeaux. Alors, je voulais aussi montrer cet exemple assez spectaculaire qui nous vient de Safran Aérobooster. Donc, on est sur la partie avant des moteurs, hein, où Safran Aérobooster a développé le soudage par friction orbitale. Donc, c'est des micro-déplacements qui consistent à venir souder des aubes ou des pales sur un moyeu central. Donc, c'est des micro-déplacements qui font ça. Et cette solution-là, elle remplace de l'usinage dans la masse que vous voyez à gauche. Là, on part d'un bloc qu'on vient usiner. Et donc là, la quantité de matière engagée, du coup, on la divise par deux, quoi. Donc, voilà. Donc ça va aussi dans le sens de tout ce que je vous ai illustré précédemment. Alors, si on refait un panorama un petit peu des difficultés croissantes d'un point de vue technique, ce qui est accessible tout de suite de ce qui l'est moins et qui nécessitera du développement R&T. Donc aujourd'hui, donc le recyclage copeaux, etc., c'est des choses accessibles qu'on sait faire. Le recyclage des pièces rebutées aussi, hein, ça ne sort pas de l'usine, donc on est capable de les récupérer et de les traiter. Euh, Ce sur quoi il faudra qu'on travaille, le recyclage des pièces fin de vie, donc pour refaire de la matière, soit la même matière ou, pourquoi pas, réaliser des mélanges de nuances pour refaire du matériau. Et puis une question se pose aussi sur le recyclage des poudres, puisque je viens d'évoquer le cas de la fabrication additive notamment, et des procédés avec fritage. Il y a quand même une partie des poudres qui restent dans la machine, qui n'ont pas une durée de vie infinie et qui convient à un moment donné de recycler. Donc, voilà. Donc ça, c'est également une voie à pousser. Et puis, j'allais dire, dans les plus grandes difficultés tout à droite, là, se posent aussi des questions autour d'extraction d'éléments chimiques spécifiques du matériau. Donc là, on pense vraiment à des éléments rares ou à forte criticité. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, à partir d'un alliage, en extraire un, deux éléments? On a fait l'exercice sur un exemple. C'est pas simple, donc voilà, ça peut faire partie aussi des voies. Et puis, question des revêtements aussi. On fait quasiment toutes les pièces qu'on produit à un moment donné voient un traitement de surface et parfois des revêtements. Donc là se posent aussi des questions autour du recyclage de certains éléments issus des revêtements, qui pourraient faire l'objet aussi de travaux. Donc tout ça, tout en adaptant, simplifiant les gammes industrielles, il est important qu'on puisse rendre tout ça industriel. Alors, si on repasse un petit peu en revue tout ce que je vous ai raconté avant, donc sur les copeaux d'usinage, donc je ne vais pas y passer beaucoup de temps, c'est pour le coup des choses qui existent, hein. Aujourd'hui, on sait recycler les copeaux. Si on prend, donc il y a des gammes hein, qui existent. Si on prend l'exemple du titane, on peut citer le site d'Eco-Titanium qui est en France, hein, et qui est managé par Robert et Duval, qui est opérationnel et qui est en train de monter progressivement en puissance. Et ce site est
cherche à qualifier du titane premium quality, hein, donc de qualité aéronautique, qu'on pourra, je l'espère, rapidement utiliser sur nos produits. Donc, le principe consiste à partir effectivement des copeaux notamment, de faire une fusion plasma, je vous expliquerai ça après, une deuxième fusion hein, du VAR, pour réaliser des lingots qu'on va préformer pour faire des billettes. Une fois qu'on a ce semi-produit est utilisable. Ensuite, on les coupe, hein, les billettes, là, pour faire des semi-produits plus adaptés pour la pièce finale, qu'on vient donc derrière forger pour faire la pièce finale. Donc voilà, c'est un peu ça le cycle qu'on vise. Mais Aubert et Duval et la filière aéronautique souhaitons aller plus loin pour simplifier encore les gammes, c'est-à-dire euh, n'avoir qu'une fusion, par exemple, et simplifier aussi les gammes de forgeage des semi-produits pour arriver à des filières les plus courtes possibles et viables économiquement. Donc ça, c'est animé, traité à travers un projet porté par l'IRT Saint-Exupéry, qui embarque l'IRT-M2P, qui embarque Aubert et Duval, Safran, Airbus et d'autres. Ouais, donc on va chercher à avancer plus rapidement sur ces développements-là. Dans ce projet d'EFI Titane, on regarde aussi la capacité à refaire des poudres à partir des matériaux collectés, en l'occurrence les copeaux, hein. Donc via deux technologies d'atomisation des poudres pour vérifier que la qualité des poudres fournies est compatible avec ce qu'on cherche en fabrication additive notamment. Alors, dans ce projet, pour terminer, on regarde aussi des choses en rupture, à savoir les procédés d'hydruration qu'on n'a pas en France, mais qui sont regardés aux États-Unis, qui consistent à charger le matériau en hydrogène pour le rendre fragile. En le rendant fragile, on le fragmente et on en refait par broyage, quelque chose de réutilisable ensuite directement pour faire de la poudre. Donc ça, c'est très exploratoire, hein, mais voilà, c'est des choses qu'on regarde. Et c'est ce qui est illustré aussi sur cette image où il y a déjà aux États-Unis enfin, en tout cas une start-up qui travaille sur ce genre de choses. Donc mon message, c'est on est un petit peu au début de l'optimisation des procédés pour vraiment les orienter autour du recyclage. Alors, je dois avoir un dernier exemple, je crois, oui, c'est ça, autour du freightage flash que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure déjà. Le freightage flash, c'est vraiment un procédé qui peut être aussi très adapté pour de la boucle courte, puisque c'est un procédé qui consiste dans une empreinte. On comprime les matériaux qu'on met dans l'empreinte, on fait passer un courant à très haute intensité qui va, par effet Joule, faire augmenter fortement la température et friter le matériau. Et on peut très directement obtenir un semi-produit qu'on peut, par exemple, réusiner derrière. Les premiers qui se sont lancés là-dedans, c'est les gens du luxe, du domaine du luxe. Donc, sur des petites productions, des petites pièces, mais l'idée est bien présente et rien ne dit qu'on ne pourra pas aller plus loin et exploiter ça côté aéronautique. Donc, on regarde ça aussi d'assez près. Voilà. Alors, autre point qu'il fallait avoir en tête, c'est, on est toujours sur le titane, hein, les difficultés qu'on a pu rencontrer pour aller plus loin sur le recyclage du titane et des pièces fin de vie, notamment, c'est qu'il existait une exigence, enfin, une interdiction d'utilisation de déchets de pièces usagées pour refaire des pièces. Donc, cette autorisation a sauté hein, très récemment, puisqu'elle n'avait pas vraiment lieu de rester en l'état.
d'autant plus que cette exigence-là n'existe pas sur les bases nickel, par exemple. Bon, donc il y a déjà un manque de cohérence. Et voilà. Donc en tout état de cause, aujourd'hui, nous sommes autorisés à utiliser donc, du titane recyclé, y compris sur des pièces fin de vie, dans nos produits. Ça, c'est important. Alors, qui dit réutilisation de pièces en fin de vie, ça va nécessiter un peu de travail, puisque là, je vous donne quelques exemples de ce qu'on récupère sur des pièces fin de vie. Donc, ce sont enfin, nos avions, nos équipements sont très exposés à des environnements sévères, hein. J'en ai montré quelques-uns à gauche. Mais il y a aussi des questions de température euh, et autres expositions. Et donc tout ça, ça se traduit voilà, par des phénomènes d'oxydation, des phénomènes de corrosion, de présence de polluants, etc. Donc il faudra qu'on regarde effectivement comment on rend le matériau propre, j'allais dire, et si les préparations de surface qu'on sera amené à faire ou autres ne dégradent pas le matériau. Donc là, il y aura un peu de travail de mise au point euh, du conditionnement de ces pièces-là. Alors, encore faut-il pouvoir récupérer ces pièces fin de vie. Donc, au-delà du rendement financier, euh, pour nous, Safran, en tout cas, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, nous avons une réelle difficulté à pouvoir récupérer des pièces. Alors, il y a deux natures d'endroits où on peut récupérer des pièces, notamment, hein. Il y a les shops réparation. Quand il s'agit de shops Safran, bah là, on a la capacité à récupérer certaines pièces si elles sont jugées non prolongeables ou non réutilisables. Mais les shops de réparation, ben, il y en a dans les compagnies aériennes, il y en a. Voilà, c'est un business qui se développe, hein, donc, et qui n'est pas de l'exclusivité des équipementiers. Donc, voilà, une pièce Safran qui n'est pas réparée chez nous, ben, on n'a pas la main. Et puis, il y a ensuite les compagnies aériennes. Et j'ai appris récemment, au cours d'un échange avec quelqu'un d'Air France, là, qui m'expliquait au café que, en fait, Air France, en gros, hein, n'est propriétaire que de 50% de sa flotte. C'est-à-dire que le reste des 50%, c'est de la location. Donc tout ça pour dire qu'il y a des propriétaires multiples. Cette personne-là m'a même expliqué que sur un avion, on peut avoir d'autres propriétaires au niveau des moteurs. Donc c'est un casse-tête enfin, tout ça rend compliqué, franchement compliqué, la traçabilité et l'accès aux pièces fin de vie, ou en tout cas, il y aura un travail important à faire pour maîtriser ça. Je passe cette planche, on en a parlé. Alors, donc, un des acteurs importants de la récupération de pièces, c'est Tarmac. On a la chance en Europe et en France d'avoir donc cette société, donc basée surtout dans le sud-ouest, qui démantèle donc des avions. Donc, le démantèlement, donc, il se fait en plusieurs étapes, hein. Il y a déjà, donc, c'est à gauche là, une récupération des différents équipements démontables, j'allais dire. Ensuite, on coupe l'avion en tranches, hein, c'est l'image du milieu, pour être capable ensuite de ségréger les matériaux avant de les mettre dans la filière recyclage. Donc, les questions qui se posent aujourd'hui autour de tout ça, c'est finalement le coût du démantèlement, hein. Je parlais de rentabilité financière, ben oui, ça a un coût, donc il faut trouver des solutions pour rendre tout ça rentable. Parmi les voies de progrès, il y a des technologies de tri aujourd'hui qui sont très manuelles et pas assez automatisées. Donc, il y a une vraie prise de conscience et une évolution vers des choses plus automatisées. Et puis, donc, quant aux filières de recyclage,
ben, aujourd'hui, elles sont soit inexistantes, c'est-à-dire que ce qui est démantelé, ben, il peut être revendu au prix de la matière chez ce qu'on appelle vulgairement un ferrailleur, même si, si le terme est peut-être un peu péjoratif, mais ça ne l'est pas dans mon esprit. Mais en tout cas, il n'y a pas de réelle filière, ou alors elles ne sont pas battues. Donc, c'est un peu aujourd'hui l'état des lieux autour de tout ça. Alors, euh, j'allais dire, une fois qu'on a de la matière, le travail, évidemment, ne s'arrête pas là. Euh, il est extrêmement important pour nous de maîtriser ces phases d'élaboration, hein, donc de métal liquide, pour maîtriser et éviter tout type de problème ou d'indication dans les matériaux, de type inclusion, par exemple, qui évidemment ferait baisser de manière drastique ou inconvenante les durées de vie des matériaux. Donc ça, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. Et donc, il ne faut pas que le fait d'augmenter le taux de recyclage ou de recycler des matériaux de nature différente, etc., nous génère ce type de défaut. Avec un point particulier au niveau des éléments résiduels, qui sont les éléments qui sont en toute petite quantité, dont on ne connaît pas toujours les effets. Donc là, il y aura probablement des travaux de R&T à mener autour de ce domaine spécifique. Alors, c'est des choses qu'on cherche à travailler, la maîtrise hein, de la fusion, notamment autour du procédé arc melting, hein, plasma arc melting, où on vient donc fusionner le matériau par des torches à plasma voilà, pour rendre le métal liquide. Et on a beaucoup progressé, notamment, c'est juste pour vous illustrer un peu les travaux qu'on mène pour mieux maîtriser tout ça. Donc l'image de droite, où vous allez voir donc la répartition possible d'éléments légers, indésirables, par exemple des nitrures de titane, donc éléments légers, qui doivent être dissous dans le métal liquide. Donc pour qu'ils puissent se dissoudre, il faut maîtriser la thermique. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire à travers un certain nombre de modélisations pour beaucoup mieux maîtriser ce phénomène-là. Les éléments indésirables lourds, eux, vont tomber au fond du bain et vont s'éliminer naturellement. Voilà, donc l'approche autour des pièces fin de vie et des matériaux. Il y a deux schémas que j'ai un petit peu évoqués rapidement tout à l'heure. C'est de dire une pièce fin de vie, elle a été réalisée dans un matériau. Si on arrive à la désoxyder, à la nettoyer, à enlever tous les polluants de surface, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas refaire le même matériau avec. Peut-être moyennant quelques ajouts si on perd des éléments à la fusion, mais ça paraît complètement accessible et on l'a déjà fait. Où ça peut devenir plus compliqué, il y a une vraie réflexion autour de ça, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas dans le périmètre de nos pièces j'allais dire, des mélanges possibles de matériaux pour réaliser le même matériau final. Par exemple, si on prend les bases nickel, on produit beaucoup d'Inconel 718 dans l'aéronautique. Est-ce qu'à partir d'une base d'Inconel 718, on ne peut pas, avec un autre matériau et des ajouts, pour faire un troisième matériau? Donc, voilà. Donc, c'est des réflexions qu'on commence à regarder, hein. On est sur des réflexions plutôt amont à ce stade, mais ça peut faire partie des voies pour aller plus loin encore plus loin sur le recyclage. Alors, c'est pas simple parce que voilà, je vous montre là quelques compositions chimiques, juste pour vous dire que, et encore là, je suis pas exhaustif et je suis pas forcément sur les matériaux les plus compliqués, mais en tout cas, l'exercice n'est pas évident puisque on utilise beaucoup d'éléments chimiques différents avec des teneurs qui doivent être très maîtrisées, donc tout ça nécessiterait effectivement pas mal de travail. Euh,
terminé, je crois, sur le périmètre des matériaux métalliques. Juste cette planche-là pour vous montrer qu'on avait fait aussi un exercice d'extraction spécifique du rhénium dans des alliages monocristallins issus d'aubes de turbine. Donc c'était un exercice vraiment à titre de démonstration où on a su, par différents procédés, extraire le rhénium. Donc c'est des choses possibles, donc par atomisation, hydrométallurgie, mais aujourd'hui peu viable industriellement parce que très coûteuse. Mais s'il fallait en venir là, on a quand même démontré, en tout cas sur le rhénium, cette possibilité-là. Euh, alors, dernier petit message sur, encore une fois, la maîtrise de la chimie de nos matériaux. Là, je suis vraiment dans le domaine de l'éco-conception. Juste pour vous dire que sur les matériaux futurs, on prend en compte très en amont, dès la conception, ces questions de souveraineté de matériaux, voire de recyclabilité des matériaux. Et tout ça grâce en particulier à de nouvelles méthodes de métallurgie numérique ou de conception numérique d'alliage, où on sait, j'allais dire, explorer un grand nombre de compositions chimiques pour en évaluer de manière théorique les données de sortie. Donc ça va nous permettre d'être plus robuste dans ces conceptions d'alliage dans le futur et d'aller plus vite vers des compositions chimiques compatibles de tout ce que je vous ai montré avant. Alors, j'ai beaucoup parlé de matériaux métalliques, c'est normal puisque ce sont les matériaux qu'on utilise le plus aujourd'hui dans nos équipements. C'est pas pour ça qu'on s'intéresse pas aux matériaux organiques notamment, qui sont aujourd'hui un vrai problème puisque les matériaux composites organiques utilisent par exemple des fibres de carbone. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou des matériaux qui sont plutôt des matériaux thermodurcissables. Donc il est difficile de recycler pour ne pas dire qu'ils ne sont pas recyclables. Donc là, c'est un vrai sujet sur lequel on va travailler. Il y a plusieurs voies pour utiliser les composites, hein. Réutilisation, donc ça c'est évident. Le recyclage, voilà, comment on peut avancer sur le recyclage. Il y a la valorisation énergétique. Donc là, c'est des matériaux, si on les brûle, qui dégagent de l'énergie. Et puis, en salle de droite, évidemment, c'est celle qu'on ne veut pas voir, mais il y a aussi d'éventuels enfouissements des matériaux. Donc, ça, c'est évidemment vraiment pas souhaitable. Donc voilà, donc l'idée c'est de travailler sur tous ces domaines-là et je voulais aussi indiquer que dans les programmes R&T du groupe, on va de plus en plus on va de plus en plus, on va chercher à développer des thermoplastiques, comme l'automobile, j'allais dire, qui sont des matériaux pour le coup complètement recyclables. Le seul problème, c'est que les exigences de l'aéronautique aujourd'hui, notamment, je montre un intérieur cabine là, où il y a des questions de durabilité, il y a des questions de tenue au feu, ce genre de choses. Les thermoplastiques aujourd'hui, ils sont moins bien positionnés que les thermodurcissables. Donc il y a tout un travail de développement avec les chimistes pour avoir plus de matériaux thermoplastiques dans le périmètre de l'aéronautique. Donc ça, c'est un vrai défi. Alors, il y a des choses, je voulais montrer quelques exemples quand même pour vous dire qu'il y a d'ores et déjà des initiatives autour de sujets qui touchent les composites. Exemple de safran nacelle qui réutilise les chutes, qui les fournit donc à des structures externes, là. Par exemple, Fermat pour utiliser ça pour refaire des raquettes, des raquettes de paddle, je crois. Et puis donc Apply Carbon, là, qui par exemple utilise
ces fibres de carbone pour les remettre dans des résines thermoplastiques. Donc là, on est sur une réutilisation des matériaux sur d'autres filières. Ça ne revient pas dans le cycle de l'aéronautique, mais c'est quelque part recyclé. Autre exemple que je peux vous montrer, les freins carbone, hein, qui sont un business important pour Safran, ou Safran Landing System a développé un concept qu'ils appellent le two for one, c'est-à-dire que sur des disques réputés usés ou plus utilisables, eh bien, ils enlèvent les parties détruites et l'âme centrale est réassemblée avec un autre disque pour refaire un disque neuf. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de réutilisation intelligente de matière que le groupe développe. Alors, autre point qui me semble important de mettre en avant, c'est le domaine électrique, puisqu'on on développe de plus en plus de composants électriques. Et d'ailleurs, Safran a certifié le premier moteur électrique, hein, donc il est Engenius, là, donc il montre bien la volonté du groupe à développer cette filière-là, en passant aussi par les piles à combustible et autres. Bon. Donc dans le domaine électrique, c'est un sujet qu'on anticipe et qu'on regarde d'ores et déjà. Se pose un certain nombre de questions, le désassemblage, le recyclage des isolants, c'est ça qu'il va falloir regarder, les aimants, les ferromagnétiques, et puis les conducteurs comme le cuivre, sachant que le cuivre recyclé se dégrade d'un point de vue conductivité. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudra qu'on maîtrise. Alors là aussi, il y a d'ores et déjà des velléités pragmatiques sur les aimants, par exemple, côté Safran Ventilation Système, qui regardent voilà, comment récupérer les aimants, comment les recycler, puisque là, on est sur des matériaux samarium-cobalt, qui ne sont pas ceux vraiment utilisés en automobile. Hein. On est sur des volumes faibles et des risques d'approvisionnement, donc c'est des choses qu'on regarde de près. Donc voilà, donc quelques exemples. Euh, et puis donc j'évoquais aussi le domaine des traitements de surface, en particulier le domaine des finitions des pièces post-fabrication additive, qui par attaque chimique donc permettent d'obtenir le bon état de surface final de la pièce. Mais ça suppose qu'il y a beaucoup de matière qui est enlevée, qui tombe dans les bains sous forme de boue et de précipités, qui partent ensuite en déchetterie. Bon. C'est un peu dommage quand on cherche du titane de ne pas bénéficier de la manne, j'allais dire, qu'il y a dans ces bains. Donc ça, c'est des choses aussi, des pistes qu'on risque d'explorer dans le futur. Voilà, dernière planche pour laisser un peu de place quand même à quelques échanges au besoin. Donc en une planche, si je résume tout ce que je viens de vous énoncer, il y a des choses qui vont bien et des choses qui méritent des actions particulières. La collecte des copeaux, donc ça, c'est des choses qu'on amplifie, mais dont la technique est maîtrisée. On avance, c'est moyennement vert, hein, mais donc en tout cas, filière souveraine sur le titane, on cherche à se soigner par rapport à la dépendance à la Russie notamment, ça avance. Le fait que dans les travaux qu'on mène chez Safran, la prise en compte très tôt de ces questions d'éco-conception est une réalité. J'ai cité la métallurgie numérique, mais sachez également que dans nos grilles de montée en maturité TRL, il y a un item spécifique qui est dédié à ça. Et donc, on ne peut pas passer le jalon d'après si on n'a pas répondu à ces questions d'éco-conception. Voilà. Donc de recyclage, d'approvisionnement et autres. Donc voilà. Donc ça rentre vraiment dans les exigences de nos développements produits.
Ce qui reste à faire, beaucoup de choses. Organiser, créer les filières de recyclage, on ne saura pas le faire tout seul, hein. Et là, le message que je fais passer au niveau de la filière aéronautique, c'est qu'il faut qu'on unisse nos forces pour avancer ensemble sur ces sujets-là. Travailler le mixte de grades d'alliage, donc c'est les possibilités de mélange d'alliage éventuellement. Il y a la question des matériaux organiques, hein, qui est un vrai sujet. Du cuivre pour le domaine électrique. Voilà. Et puis donc avancer aussi sur les procédés d'élaboration pour les rendre encore plus efficaces et robustes et j'allais dire rentables quelque part. Voilà un petit peu le résumé des défis tels que je les imagine. Voilà, je crois que j'en ai terminé, c'est même sûr. Très bien, bah, merci beaucoup, Olivier. C'était effectivement très, très intéressant. Alors, il y a un certain nombre de questions. Je vais tout de suite faire un petit rappel concernant le PDF de la présentation. Si vous souhaitez le PDF de la présentation, vous m'envoyez un message avant samedi à l'adresse 3AF, tout en minuscule, hein, 3AF.idf, IDF pour Île-de-France, arobase orange.fr. Donc je vais répéter, 3AF.idf, arobase orange.fr. Et c'est Voilà. gratuit. Pardon? Et c'est gratuit. Voilà, et c'est gratuit. Et vous aurez également la possibilité de visionner cet enregistrement s'il y a des choses qui vous manquent, grâce à un enregistrement qui sera déposé sur la chaîne YouTube du groupe Île-de-France. Voilà, d'ici quelques jours, par contre. Et ce travail est effectué par notre ami Yves Mosberger. Alors, il y avait quelques questions. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Baptiste Certain. Je ne sais pas si c'est de la famille de Bernard Certain. En tout cas, il y a beaucoup de questions de sa part. Donc, je vais commencer par la première. Donc, quelle est l'organisation du Safran du développement durable, siège et BU? Alors, je pense qu'en partie, tu y as répondu pratiquement en partie, hein. Et, non, donc, ben, effectivement, Nathalie Stubler, qui est directrice de cette structure, qui est une structure légère pour l'instant, hein. Il y a Émilie Erny dans cette équipe-là aussi au niveau de l'économie circulaire, etc. Donc voilà, donc à la limite, j'en sais pas beaucoup plus ensuite. Ben, ces gens-là, vraiment, ils coordonnent et ils animent les équipes à la fois techniques, les achats, la stratégie dans le groupe. C'est vraiment des missions de coordination et aussi de coordination avec l'extérieur pour que Safran, j'allais dire, ne parle que d'une voix et que la voix de Safran soit portée par ces gens-là vis-à-vis des organismes extérieurs. Euh, Ils sont porteurs de la stratégie. Alors, il y avait André qui... alors, s'il vous plaît, mettez vos noms et vos prénoms. Il y a une personne qui indique LGS. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, LGS. Donc, on essaie les uns et les autres, en fait, de s'identifier. Donc, mettez vos noms et vos prénoms, s'il vous plaît. Donc, il y a André. En quoi la fabrication additive améliore-t-elle les injecteurs? Et que permet-elle de faire de plus? Aurais-tu une réponse? La fabrication additive nous donne beaucoup plus de latitude géométrique, permet d'intégrer des fonctions. Et aujourd'hui, il y a des pièces effectivement qu'on ne saurait plus faire autrement. Mais retenez, on est moins contingenté par les possibilités des procédés tels qu'on les connaissait jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez une pièce un brut de forge, bah oui, si vous pour aller à la pièce finale, il y a beaucoup d'usinage et donc c'est les capacités de l'usinage qui donnent la capacité géométrique de la pièce. En fabrication additive, on construit la pièce au fur et à mesure et on fait pas ce qu'on veut, mais on s'en rapproche. Le seul bémol étant ensuite la capacité quand même à avoir le bon état de surface finale, puisqu'on ne peut plus usiner. Donc là, ça passe par des attaques chimiques, des choses comme ça qu'il faut être capable de maîtriser.
On ne peut pas avoir, si on parle d'un injecteur, il est hors de question, par exemple, d'avoir des morceaux de matériaux, de poudre, qui n'auraient pas fusionné, pas passé dans des conduits. C'est vrai en hydraulique aussi. Donc, voilà, donc moi, je ne suis pas spécialiste de l'injection, mais en tout état de cause, c'est des procédés aussi qui permettent de faire la pièce en une opération. Les injecteurs, il me semble qu'il y a beaucoup d'opérations sur les procédés classiques d'assemblage, de soudage, etc. Je crois même qu'il y avait des injecteurs de moteurs d'hélicoptère. J'avais vu une pièce, moi, c'était en 7 parties, hein, qu'il fallait assembler. Aujourd'hui, ils les font une fois en fabrication additive, quoi. Et est-ce Donc, qu'on est capable d'atteindre la même précision au niveau de la surface? en tout cas, Les cotes? les codes finales, évidemment, les exigences ne changent pas de ce point de vue-là. Alors après, ce que j'ignore, c'est est-ce qu'il y a des finitions particulières dans certaines zones de l'injecteur? C'est probable. Bon, là, je ne saurais pas répondre à la question. Mais les exigences autour de ce genre de pièces, évidemment, ne changent pas. Alors, il y avait une question de LGS, je ne sais pas qui c'est. Pour l'aluminium, le problème européen n'est-il pas surtout le coût de l'énergie électrique? Oui, bien sûr que si, oui, oui, bien sûr. Hein? Oui. Oui, oui, c'est très clair. Euh, on souffre de manière générale, d'ailleurs, dans l'élaboration de matériaux, hein, de ce problème de coût de l'énergie. Euh, coût de main-d'œuvre et coût d'énergie. Donc, ça explique certaines délocalisations, en effet. Alors, il y a Baptiste Certain qui a reposé une question. Les copeaux d'usinage ne sont recyclables, ne sont pas recyclables tels quels. Mais je crois que tu as répondu à la question en partie. Oui, bien sûr, il faut faut les trier, enfin, en tout cas, les nettoyer parfaitement, les contrôler, notamment pour la filière titane, hein. Le titane, par exemple, ne supporte aucun polluant comme des morceaux de tungstène qui viennent des outils d'usinage, par exemple. Donc, il y a des contrôles non destructifs très poussés qui sont mis en place pour être sûr de ne pas avoir ce genre de polluants dans les copeaux. Enfin, oui, oui, je suis passé vite, hein, mais on ne prend pas les copeaux, on ne les met pas directement loin de là dans le four. Alors, il y a une autre question de LGS. Quel est le taux d'utilisation de fibres végétales pour les pièces non critiques? Tu as une idée ou tu peux Puis répondre? végétal, Pour le lin, par exemple, il donne l'exemple du lin. alors, je sais qu'il y a des choses qui sont regardées côté safrancite, par exemple, sur les sièges, donc. Euh, mais sur les pièces moteurs et autres, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas connaissance d'utilisation de ce type-là. Cette approche-là, par contre, moi, je l'ai vécu dans l'automobile à l'époque où, effectivement, il y avait. Ouais, c'est des pièces un peu moins, c'est des pièces moins critiques aussi, hein, donc des velléités à utiliser ce genre de fibre, mais aujourd'hui, on est quand même très fibre de carbone, hein, dans les produits héros. Et alors, si je peux me permettre une dernière question, mais je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Ah non, du tout. Est-ce qu'il existe des recherches ou des travaux sur les matériaux auto-cicatrisants? Il y a des choses qui se font là-dessus ou pas? Oui, il y a quelques travaux, notamment autour des matériaux organiques, sur certaines applications qui peuvent tourner autour de l'électrique ou autre. Bon, je ne révèle pas grand-chose en disant ça, mais oui, alors c'est pas des développements c'est-à-dire de grande envergure, néanmoins, c'est des C'est pas choses. intégré dans les processus, en tout cas. Ça reste du domaine de la recherche, sans Oui, doute, non? ça reste du domaine, plutôt du domaine de la recherche, en effet. Oui. Bien, bah écoute, merci Olivier. Est-ce que vous auriez d'autres questions? On a encore 5 minutes si vous souhaitez. Poser une question. Levez la main d'abord, et puis pour éviter que tout le monde pose une question en même temps. Oui, ben Il y voilà. en a une Donc, dans le chat. voilà, c'est bon. Donc Jourde, je vois, Jourde. Bonjour.
Ah, vous m'entendez? Oui, oui, on Super. t'entend. En fait, ça a bloqué mon micro, mais j'ai réussi à régler le problème. C'est pour revenir à la question que j'avais posée par rapport au monograde. En fait, quand je parle de monograde, c'est dans un assemblage. On a le titane, mais il se peut que, exemple, la pièce elle-même, elle est en TA6V et les fixations qui font l'assemblage sont en T35, donc en grade 1 par exemple. Donc, on aura un mélange de grade 5 et de grade 1 de titane. Et c'était pour savoir s'il n'était pas possible, pour la zone moteur, de faire des assemblages donc en monograde, donc avoir les fixations de la même nuance que la pièce. C'était ça un peu ma question. Vaste débat, hein, ça serait idéal, mais je pense que le fait d'avoir deux grades, c'est lié aux exigences, hein, tout simplement. Donc la question derrière, si on est obligé d'avoir du multimatériau, et c'est une préoccupation parce qu'il y a aussi des procédés qui vont plus vers du multimatériau. On revient encore à la fabrication additive, il y a plein de dérivés de procédés où on se pose des questions pour mettre les bons matériaux au bon endroit. Donc ça crée de la diversité au sein d'une pièce ou d'un assemblage. Donc ça va compliquer les aspects recyclage. Donc si on n'est pas monograde, comme c'était évoqué, après, il faut avoir la capacité de désassembler. Donc il faut penser désassemblage quand on conçoit des pièces comme ça. Ou alors, regarder par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau des mélanges de grades pour faire un troisième matériau si c'est compatible ou pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je cherche à recycler la pièce complète avec ses fixations, est-ce que le peu de matière représentée par les fixations joue un rôle dans la composition chimique finale si on veut faire un troisième matériau? Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Mais malheureusement, il y aura un certain nombre de pièces qui resteront avec des utilisations de nature de matériaux différents, de grades différents. Donc, Merci, merci Olivier. Il y a une question posée par André. André, on te laisse la parole. Euh, oui, bonsoir. Je suis d'abord désolé parce que j'avais pas fait attention avec mon prénom qui sortait. Je suis André Morin. Donc, euh, oui, ma question c'est donc vous avez présenté ce qu'on pourrait faire, vous avez présenté des problèmes, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous avez du matériau recyclé qui arrive dans vos moteurs? Parce que pour moi, bon, alors j'ai jamais travaillé dans les moteurs. oui, J'ai plutôt travaillé dans les cellules quand j'étais jeune. oui, J'ai connu beaucoup plus avoir affaire à des aluminiums, mais enfin, il y a quand même de temps en temps dans une cellule un peu d'acier, on trouve un petit peu de titane, ou beaucoup, voire même, etc. Moi, j'en avais gardé surtout l'idée que d'abord, il y avait des alliages que ce n'étaient pas des matériaux dont on parlait, mais on parlait d'alliages, donc avec des compositions bien précises oui, et de fourchettes bien précises. Et puis, il n'y avait pas que ça, il y avait ensuite des structures métallurgiques, métallographiques qui étaient données par des états de traitement thermique, bien sûr. et que donc c'est finalement le matériau qui était utilisé, et ben, c'était quand même un truc qui était extrêmement rigoureux d'élaboration. Et ça l'est Donc, toujours. oui, et ça l'est toujours. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir tous ces critères réunis dans des pièces que vous avez effectivement avionnées aujourd'hui? Ou est-ce que tous ces produits, pour l'instant, produits de recyclage, eh bien, vous les réservez plutôt à des pièces j'ose pas dire secondaires, mais aussi allez, des pièces qui ne sont pas des pièces majeures, nobles, de haute sollicitation, etc., quoi. Alors, je vais répondre à tout ça. Alors, déjà, recyclage ou pas, les exigences ne changent pas. C'est-à-dire que la sécurité des vols reste notre ADN. Il n'est pas question de quelconque dérive qualité, y compris si on intègre du recyclage. Donc il faut tout faire pour qualifier les procédés, pour garder les qualités matières telles qu'on les produit aujourd'hui. Ça, c'est pas négociable.
Alors, pour répondre au début de votre question, aujourd'hui, il y a plein de matériaux recyclés qui volent, puisque j'ai beaucoup parlé de copeaux. Toute cette quantité de copeaux, etc., elle repart vers les fabricants de matières premières qui utilisent cette part de copeaux pour nous refournir de la matière derrière. Donc, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin dans la quantité de copeaux qu'on Bien sûr. mèche vers ces fabricants-là. Mais le copeau généré reste une matière neuve, enfin, ouais, je l'appelle neuve, qui convient effectivement de bien reconditionner, mais c'est de la matière qu'on sait réutiliser, qu'on réutilise beaucoup sur toutes sur tous nos pièces finales, hein. Ce qui est aujourd'hui, par contre, pas utilisé, enfin, c'est le recyclage des pièces fin de vie. C'est surtout ce périmètre-là qui nécessite un développement spécifique. Euh, et comme vous l'avez dit, il faut peut-être pas commencer par des pièces N1. Donc N1, c'est les pièces qui, chez nous, n'ont absolument pas le droit d'une quelconque défaillance. Donc où les exigences sont très, très sévères. Ces approches-là, il faut peut-être qu'on les commence effectivement sur des pièces moins exposées. Bon. Mais en tout cas, la fiabilité restera notre leitmotiv. Donc oui, on utilise beaucoup de matières recyclées d'ores et déjà. Oh, pardon? On utilise beaucoup de matières recyclées. Sur la question des copeaux, par exemple, sur les procédés titane, on peut aller jusqu'à 60% de copeaux, hein, Oui, de réutilisation, hein. Donc, oui. Pour autant que ce soit par exemple que tout du TA6V ou tout du. alors aujourd'hui, on est orienté TA6V. Alors, c'est de loin les plus gros volumes, Oui, bien sûr. de très loin même. Alors peut-être que se posera à un moment donné la question des matériaux, des titanes qui sont un peu plus exotiques, j'allais dire. Mais ce n'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'est bien le TA6V, qui représente vraiment la grosse partie des consommations de titane. Et ce qu'on ne voudrait pas sur le titane, c'est que le titane aéronautique qu'on fournit pour du recyclage, il finisse dans des cadres de vélo ou des clubs de golf. Enfin, voilà. Donc, notre ambition, c'est qu'on soit vraiment en économie circulaire, c'est-à-dire que la matière qu'on génère, elle revienne bien chez nous. Euh, donc, Ah, ben oui, parce que euh, si elle est réutilisée ailleurs, il n'y a pas de souci, c'est bon pour la planète. Mais ça ne répond pas forcément à nos problèmes d'approvisionnement de matière. Donc, on aura aussi à travailler sur la boucle complète qui permet aux matériaux de revenir chez nous. Bien, ben merci, merci Olivier. On va terminer, il est 20 heures. Un très très grand merci pour cette Bon, j'espère que ça vous présentation très plaît. claire. Oui, 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 je crois et en plus on a répondu à toutes les questions. très Très bien. intéressant. Ouais, très intéressant, oui. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Ben,